Je ressemble à mon père. Il ne supporte pas de me regarder. La photographie est restée sur la cheminée pendant exactement 3 jours avant de disparaître. Maman l'avait encadrée après ma remise de diplôme de fin de collège. Un de ces clichés professionnels où ils vous font pencher le menton juste ce qu'il faut et sourire comme si votre vie était parfaite. Je portais une chemise bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Mes cheveux étaient fraîchement coupés, les contours bien nets. J'avais l'air bien, heureux même. Mais la photo a disparu le lendemain matin du retour de papa de son voyage d'affaires. Je l'ai retrouvée plus tard, face contre terre, au fond du placard du couloir, enfouie sous des manteaux d'hiver que nous ne portions jamais en Arizona. Maman a dit qu'elle avait dû tomber. Nous savions tous les deux qu'elle mentait. J'ai 17 ans maintenant et j'ai appris à reconnaître le regard qui traverse le visage de papa lorsqu'il établit accidentellement un contact visuel avec moi. Ce n'est pas tout à fait du dégoût, pas tout à fait de la douleur. Quelque chose entre les deux, un tressaillement comme s'il avait touché quelque chose de brûlant et qu'il devait s'écarter rapidement. Il me jette un coup d'œil pendant le dîner, attrape mon profil ou la façon dont je tiens ma fourchette, et sa mâchoire se crispe. Il trouve une raison de quitter la table. Vérifier son téléphone. Se souvenir de quelque chose d'urgent dans le garage. N'importe quoi pour échapper à ce qu'il voit quand il me regarde. Pendant des années, j'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal, que si j'étais plus calme, plus ordonnée, plus serviable, il finirait par me voir comme quelqu'un qui mérite d'être regardé. Ma sœur aînée, Vanessa, n'a jamais eu ce problème. Papa la regardait constamment, regardait ses matchs de volley-ball avec une fierté affichée sur le visage, l'emmenait au bal père-fille et postait les photos partout. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires l'année dernière, il a versé de vraies larmes pendant son discours de major de promotion. Je regardais depuis les gradins alors qu'il se levait pour applaudir, son visage rayonnant de ce genre d'amour que j'avais passé toute ma vie à essayer de mériter. Vanessa est belle. Tout le monde le dit. Elle a les traits délicats de maman, son nez en bouton, ses pommettes hautes. Quand les gens voient nos photos de famille, ils commentent toujours à quel point elle ressemble à maman. Personne ne mentionne jamais à qui je ressemble. Ils n'ont pas besoin de le faire. C'est évident. J'ai le visage de papa, pas similaire, pas rémanent, identique, même mâchoire forte, mêmes yeux marrons profonds, même nez large, même sourcils épais qui se rejoignent presque au milieu quand je réfléchis intensément. Tout est pareil. Quand j'ai atteint la puberté et que mes traits se sont affinés, la ressemblance est devenue impossible à ignorer. Je surprenais maman en train de me fixer avec cette expression triste, comme si elle regardait un fantôme. Papa a commencé à travailler plus tard, rentrant après que je sois allée me coucher. Les dîners de famille sont devenus rares. Il mangeait dans son bureau, invoquant des échéances et des projets importants. Mais je savais que je lui ressemblais trop, et pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre, c'était impardonnable. L'été avant le lycée, j'ai essayé d'interroger maman directement à ce sujet. Nous plions le linge dans le salon. Un de ces moments banals qui s'ouvrent parfois sur l'honnêteté. Pourquoi papa m'évite-t-il? La question est restée suspendue dans l'air entre nous comme de la fumée. Elle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Sa main s'est figée sur la serviette qu'elle pliait. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé à nouveau. Ton père a un passé compliqué. Certaines choses sont difficiles à affronter pour lui. C'est tout ce qu'elle a dit. Quand j'ai insisté pour en savoir plus, elle a secoué la tête et s'est éloignée, me laissant entourée de vêtements à moitié pliés et de plus de questions que de réponses. Le lycée a apporté de nouvelles tortures. J'ai rejoint l'équipe de basket parce que papa avait été un joueur vedette. Je pensais que être, si j'étais assez bon, cela comblerait le fossé qui existait entre nous. Je m'entraînais jusqu'à ce que mes mains soient à vif, restant tard pour tirer des lancers francs, jusqu'à ce que le concierge me mette dehors. J'ai intégré l'équipe première en seconde. Papa est venu à exactement un match. Est parti à la mi-temps sans explication. L'entraîneur m'a pris à part après, a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai menti et dit
que papa avait une urgence professionnelle. L'entraîneur ne m'a pas cru. Personne ne m'a cru. Les autres joueurs ont cessé de demander pourquoi mon père ne venait jamais. Leur père était dans les gradins à chaque match, encourageant et filmant. Le mien était à la maison, m'évitant. Vanessa a essayé d'aider à sa manière. Elle m'invitait à sortir avec elle et papa, suggérant des films ou des dîners où je serais inclus. Parfois, il acceptait, et nous faisions semblant d'être une famille. Mais il se positionnait de façon que Vanessa soit entre nous. Il adressait ses commentaires à elle-même quand il nous concernait tous les deux. Il regardait au-delà de moi, à travers moi, n'importe où, sauf moi. Après un certain temps, Vanessa a arrêté d'essayer. Elle s'excusait avec ses yeux à travers les tables de restaurant pendant que papa agissait comme si j'étais invisible. Elle savait quelque chose que j'ignorais. Je pouvais le voir dans la façon dont elle changeait de sujet quand j'évoquais le comportement de papa. La façon dont elle me serrait très fort dans ses bras avant de repartir à l'université. Mon avant-dernière année de lycée, tout a basculé quand j'ai trouvé la boîte. Maman m'avait demandé de prendre les décorations de Noël au grenier. Je fouillais dans des décennies de choses accumulées quand j'ai renversé un bac de rangement en plastique dans le coin le plus éloigné. Des papiers se sont éparpillés partout. De vieilles déclarations d'impôts, des garanties expirées, des documents aléatoires et des photos, tant de photos de gens que je ne reconnaissais pas. Sauf que je reconnaissais un visage. Le mien, mais plus jeune. Des vêtements différents, une époque différente, les mêmes traits exacts. J'ai ramassé la photo avec des mains tremblantes. Je l'ai retournée. L'écriture au dos disait Ethan, 17 ans, 1994. Ethan, pas moi. Je suis Nathan. Mais le visage était le mien. J'ai descendu la photo dans la cuisine où maman préparait le dîner. Je la lui ai montrée sans rien dire. Elle a pâli, a laissé tomber la cuillère en bois qu'elle tenait. Elle a claqué contre la cuisinière, éclaboussant de la sauce partout. Où as-tu trouvé ça? Sa voix est sortie étranglée. Je lui ai parlé de la boîte. Elle a tendu la main vers la photo comme si elle risquait de la brûler. Elle s'est assise lourdement sur une chaise de cuisine. Elle a commencé à pleurer, pas des larmes silencieuses, de profonds sanglots tremblants, qui m'ont fait plus peur que tout ce que j'avais vécu. Je me suis agenouillée à ses côtés, j'ai demandé qui était Ethan. Elle ne pouvait pas répondre. Elle continuait de pleurer en tenant cette photo comme si elle était précieuse et douloureuse à la fois. Papa est rentré et nous a trouvés comme ça. Son visage, quand il a vu la photo, je ne l'oublierai jamais. Toute couleur a disparu de sa peau. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Puis la rage, une rage pure, incandescente. Qu'est-ce que tu fus avec ça? Il a traversé la pièce en 3 enjambées, a arraché la photo des mains de maman. Je me suis levée instinctivement, me mettant entre eux. Même si papa n'avait jamais été violent, il m'a regardée, puis m'a vraiment regardée. Et quelque chose s'est brisé dans son expression. Tu n'as pas le droit. Sa voix tremblait. Aucun droit de fouiller dans des choses qui ne te concernent pas. Je lui ai dit que cela me concernait clairement puisque je partageais apparemment le visage de quelqu'un nommé Ethan. Papa est parti, a juste quitté la maison avec la photo, est monté dans sa voiture et a démarré. Maman a tout expliqué cette nuit-là. Nous étions assis sur mon lit, entourés de trophées de participation et de posters de joueurs de basket. Et elle m'a parlé de mon frère jumeau. Ethan était mort quand nous avions 6 mois. La MSN, comme il l'appelait, la mort subite du nourrisson. Maman nous avait couchés pour la sieste. Quand elle est venue vérifier 1 heure plus tard, Ethan ne respirait plus. Les ambulanciers ont tout essayé. Il était déjà parti. Le deuil avait presque détruit leur mariage. Papa s'en voulait alors qu'il n'y avait rien qu'il aurait pu faire. Il l'en voulait à elle, en voulait à Dieu, en voulait à tout et à tout le monde. Ils avaient déménagé à l'autre bout du pays pour échapper aux souvenirs. Ils avaient recommencé en Arizona. Ils avaient eu Vanessa 2 ans plus tard. Ils avaient essayé de guérir. Mais ensuite,
J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à ressembler exactement à ce qu'Ethan aurait été. Je devenais un rappel vivant et parlant de ce que papa avait perdu. Chaque étape que je franchissais était une étape qu'Ethan n'atteindrait jamais. Chaque réussite était un rappel qu'un fils avait réussi et l'autre non. Chaque fois que papa me regardait, il voyait son fils mort lui rendre son regard. La ressemblance n'était pas seulement frappante. Selon maman, c'était troublant, comme si Ethan avait été préservé dans le temps et renaissait en moi. Elle m'a montré d'autres photos de la boîte qu'elle avait récupérées après le départ de papa. Des photos de bébé de moi et Ethan côte à côte. Identiques. Absolument identiques. En grandissant, nos visages avaient apparemment commencé à se différencier légèrement. Mais ensuite, Ethan est mort, figé pour toujours à 6 mois. Et j'ai continué à grandir, développant le visage qu'il aurait eu. Cette révélation aurait dû donner un sens à tout, aurait dû m'apporter une conclusion ou une compréhension. Au lieu de cela, tout a empiré, parce que maintenant je connaissais la vérité. Papa ne m'évitait pas à cause de quelque chose que j'avais fait. Il m'évitait parce que j'étais un mémorial vivant pour son fils décédé. Chaque fois qu'il me regardait, il était forcé de confronter sa perte. Je n'étais pas Nathan pour lui. J'étais le fantôme d'Ethan. Et il n'y avait rien que je puisse faire pour changer cela. Je ne pouvais pas rendre mon visage différent. Je ne pouvais pas cesser de ressembler à mon frère. Je ne pouvais pas ramener Ethan. J'étais coincée à être le rappel constant du plus grand traumatisme de papa, et il était coincé à m'éviter pour survivre à son chagrin. Papa n'est pas rentré cette nuit-là, ni la suivante. Il est resté dans un hôtel, a dit maman, ayant besoin d'espace pour digérer. Je voulais être en colère contre lui pour être parti, pour avoir choisi son chagrin plutôt que son fils vivant. Mais surtout, je me sentais vide, comme si j'avais enfin obtenu la réponse à une question qui me hantait depuis des années. Et la réponse était pire que n'importe quel scénario que j'avais imaginé. Je n'étais pas mal aimée parce que j'étais mauvais. J'étais évitée parce que j'étais un déclencheur constant et inévitable vivant dans sa maison. Comment rivaliser avec un frère mort? Comment convaincre son père qu'on vaut la peine d'être vu, d'être connu, quand votre visage est une carte routière vers son pire jour? Vanessa est revenue de l'université ce week-end-là. Maman a dû l'appeler. Elle m'a trouvée dans ma chambre, allongée sur le lit, à fixer le plafond. Elle s'est assise à côté de moi sans rien dire pendant un long moment. Finalement, elle a parlé. Je suis au courant pour Ethan depuis mes 12 ans. Maman me l'a dit lors d'une crise de larmes qu'elle a eue le jour de ce qui aurait été son anniversaire. J'ai regardé papa t'éviter pendant des années, sachant pourquoi, mais ne sachant pas comment réparer ça. Je l'ai détesté pour ça. J'ai détesté qu'il puisse m'aimer facilement, mais qu'il ne puisse même pas te regarder. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Elle pleurait. Je n'avais jamais vu Vanessa pleurer. C'était elle la fille équilibrée, la fille parfaite qui avait tout compris. La voir craquer a rendu tout cela réel d'une certaine manière. Ce n'était pas seulement ma douleur, c'était le dysfonctionnement de notre famille. Papa est revenu le 4e jour. Je l'ai entendu parler avec maman dans leur chambre, des voix basses et intenses. Cela a duré des heures. Je me suis assis en haut de l'escalier en essayant d'entendre, captant des fragments. Thérapie. Injuste, ne peut plus fuir, doit y faire face. Les perdre tous les deux. Quand ils ont enfin émergé, ils semblaient tous les deux épuisés. Les yeux de papa étaient bordés de rouge. Il m'a jeté un coup d'œil alors que j'étais assis sur les marches. Et pour une fois, il n'a pas détourné le regard immédiatement. Nous devons parler, a-t-il dit. Sa voix était rauque, inhabituelle. Nous nous sommes assis dans le salon, maman et papa sur le canapé, moi dans le fauteuil en face d'eux. Vanessa se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, prête à intervenir si nécessaire. Papa a commencé à parler, s'est arrêté, a recommencé. J'ai été un lâche. C'est la vérité. Quand Ethan est mort, je ne pouvais plus fonctionner. Ta mère a dû tout porter. Les arrangements funéraires, le deuil.
nous maintenir à flot. Je me suis éteint, j'ai agi par automatisme, mais je n'étais pas vraiment là. Nous avons déménagé ici pour recommencer, et pendant un temps, ça a marché. Vanessa est née, et elle était cette nouvelle vie qui n'avait rien à voir avec Ethan. Je pouvais l'aimer sans la douleur. Mais toi, il m'a enfin regardé directement. Tu as commencé à lui ressembler de plus en plus chaque année. À l'âge de 5 ans, tu étais identique à la façon dont j'imaginais qu'Ethan serait, et ça m'a brisé. Chaque fois que je te voyais, je le voyais lui. Je voyais ce que j'avais perdu, et je ne pouvais pas le supporter. Je lui ai dit que je comprenais. J'ai essayé d'être la personne la plus mûre, d'accepter son explication. Mais la colère montait en moi comme une marée. Tu m'as fait sentir comme si je n'existais pas, comme si j'étais moins qu'humain à cause de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, parce que j'avais l'audace de ressembler à mon frère mort. Sais-tu ce que ça fait à un gamin? Passer toute sa vie à essayer de comprendre pourquoi son père ne peut pas le supporter. Je pensais que j'étais brisée, que quelque chose n'allait pas fondamentalement chez moi. Et pendant tout ce temps, c'était juste mon visage, juste la loterie génétique qui m'a fait ressembler à quelqu'un d'autre. Papa tressaillait à chaque mot. Bien, laisse-le souffrir, laisse-le ressentir une fraction de ce que j'avais ressenti pendant 17 ans. Maman a essayé de faire la médiation. Elle a dit que nous avions tous besoin d'une thérapie, de conseils familiaux pour surmonter le traumatisme et reconstruire. Papa a accepté immédiatement, désespérément, comme si c'était sa chance de rédemption. J'ai dit « Non ». Ils ont tous les deux paru choqués. Je ne voulais pas m'asseoir dans le bureau d'un thérapeute en prétendant que nous pouvions réparer 17 ans de négligence avec des séances hebdomadaires et des exercices de respiration. Je voulais qu'ils comprennent qu'on ne peut pas éviter son enfant pendant près de 2 décennies et décider soudainement qu'on est prêt à être un père. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le mal était fait. Les fondations étaient fissurées. Aucune thérapie ne pouvait reconstruire quelque chose qui n'avait jamais été construit correctement au départ. Vanessa a pris la parole depuis la porte. Nathan a raison. Tu n'as pas à décider quand tu es prêt à être son père. Tu aurais dû être prêt il y a 17 ans. Elle a regardé papa avec une intensité que je ne lui avais jamais connue. Je t'ai regardé le détruire. Je t'ai vu verser tout ton amour sur moi en ne lui donnant rien. Sais-tu ce que ça fait? Être l'enfant préféré parce que mon frère est mort, tout recevoir alors que Nathan n'avait que des miettes. Ce n'est pas correct. Ça ne l'a jamais été. Papa a essayé de répondre, mais Vanessa l'a coupé. Non, tu n'as pas à te justifier auprès de moi. Ce n'est pas à moi que tu dois des comptes. Elle m'a désigné. C'est à lui. Et des excuses ne suffisent pas. Tu lui dois des années de présence, d'attention et d'amour que tu as retenues, parce que tu ne pouvais pas gérer ta propre douleur. La conversation s'est mal terminée. Papa s'est retiré dans son bureau. Maman a pleuré dans la cuisine. Vanessa m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était fière que je me sois défendue. Mais je ne me sentais pas fière. Je me sentais vide, épuisée, comme si j'avais enfin obtenu ce que je voulais, la reconnaissance de l'injustice. Et ça ne changeait rien. Papa ne pouvait toujours pas me regarder sans voir Ethan. Je ne pouvais toujours pas changer de visage. Nous étions coincés dans cette boucle de chagrin et de ressentiment sans issue claire. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire des recherches sur des universités sur la côte opposée. N'importe où loin de l'Arizona, loin de la famille qui ne m'avait jamais tout à fait semblé être la mienne. Les semaines suivantes ont été tendues. Papa a essayé. Je lui accorde cela. Il s'est forcé à assister au dîner, à poser des questions sur ma journée, à venir à un match de basket, mais c'était superficiel. Je pouvais voir l'effort que cela lui demandait. La façon dont ses yeux glissaient sur mon visage pour se concentrer sur un point au-dessus de mon épaule. La façon dont il marquait une pause avant de répondre, comme s'il se rappelait que j'étais Nathan, pas Ethan. Ces tentatives semblaient pires que l'évitement. Au moins, l'évitement était honnête. Cette proximité forcée était douloureuse pour nous deux. Maman continuait de pousser pour la thérapie.
Je continuais de refuser. Vanessa est repartie à l'université, me faisant promettre de l'appeler si les choses tournaient mal. Les choses ont tourné mal quand j'ai trouvé papa dans le grenier en train de fouiller dans la boîte d'affaires d'Ethan. J'y étais allée pour prendre du matériel de camping pour un voyage scolaire. Je l'ai trouvé assis par terre, entouré de vêtements de bébé et de photos. Il tenait une grenouillère, pleurant silencieusement. J'aurais dû partir, lui laisser son intimité. Au lieu de cela, je suis restée là à regarder mon père pleurer le fils qu'il pouvait aimer. Il a dû me sentir car il a levé les yeux, le visage mouillé de larmes. Pendant un moment, nous nous sommes juste dévisagés, puis il a dit « Je suis désolé, pas pour t'avoir évité, pour avoir souhaité que tu sois lui, pour avoir souhaité qu'Ethan ait survécu à ta place. Je sais que c'est terrible, je sais que ça fait de moi un monstre, mais je n'arrive pas à arrêter de ressentir ça. » Son honnêteté m'a terrassée. Une partie de moi s'en doutait, mais l'entendre dire à voix haute qu'il aurait préféré que je meure à la place d'Ethan, c'était un nouveau niveau de rejet auquel je n'étais pas préparée. Je lui ai dit qu'il aurait dû s'arrêter à « désolé », que le reste était une information dont je n'avais pas besoin. Que confirmer ma pire crainte que mon père souhaitait que je n'existe pas n'était pas la percée thérapeutique qu'il semblait croire. Je l'ai laissé là avec le fantôme d'Ethan et je suis allée dans ma chambre, j'ai fait un sac, j'ai appelé maman au travail et je lui ai dit que je restais chez mon ami Kevin pendant un certain temps. Elle a essayé de m'en dissuader. J'ai raccroché. Je suis partie avant que papa ne descende. Les parents de Kevin étaient perplexes mais accueillants quand je suis arrivée avec un sac polochon et sans véritable explication. Ils ont dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Kevin n'a pas posé de questions. Il a juste installé un matelas gonflable dans sa chambre et m'a laissé de l'espace. Je suis restée là pendant 2 semaines, allant en cours et à l'entraînement mais évitant complètement la maison. Maman envoyait des SMS constamment. Vanessa appelait quotidiennement. Papa a envoyé un seul message. « Je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Laisse-les vivre avec mon absence comme j'avais vécu avec celle de papa pendant des années. Peut être que si je lui manquais assez, il comprendrait ce qu'il avait fait. Ou peut être qu'il serait soulagé. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de distance. La conseillère d'orientation, Madame Reeves, m'a convoquée pendant la 2e semaine de mon exil auto-imposé. Quelqu'un avait apparemment signalé mon changement de situation de vie. Elle a posé des questions prudentes sur la raison pour laquelle je n'étais pas chez moi, si je m'y sentais en sécurité, si quelqu'un m'avait fait du mal. Je lui ai dit la vérité, que mon père ne pouvait pas me regarder, parce que je ressemblais à mon frère jumeau décédé, que j'avais passé toute ma vie comme un rappel vivant de son traumatisme, qu'il avait récemment admis qu'il aurait souhaité qu'Ethan survive à ma place. Le visage de Madame Reeves est passé par plusieurs émotions. Choc, tristesse, colère. Elle a demandé si j'acceptais qu'elle appelle mes parents pour faciliter une rencontre. J'ai dit non. Elle a respecté cela, mais a dit qu'elle devait faire un rapport aux services sociaux. La négligence émotionnelle restait une négligence. Ce rapport a déclenché une réaction en chaîne que je n'avais pas prévue. Un travailleur social nommé David Kaufman s'est présenté chez Kevin 3 jours plus tard. Il voulait m'interroger sur ma situation familiale. J'ai tout expliqué en essayant de rendre cela moins dramatique que je ne le ressentais, mais même dépouillé d'émotions, les faits étaient accablants. Un père évitant son fils pendant 17 ans en raison de sa ressemblance avec un jumeau décédé. Un père admettant souhaiter que le jumeau survivant soit mort à la place. Un fils quittant la maison se sentant indésirable et en danger. Kaufman prenait des notes, son expression neutre, mais son stylo appuyait assez fort pour déchirer le papier. Il a dit qu'il devait interroger mes parents. Que selon leur réponse, nous devrions être créer un plan de sécurité ou explorer d'autres arrangements de vie. La réunion de famille a eu lieu à l'école avec Kaufman, Madame Reeves, moi, maman et papa. Vanessa a fait la route depuis l'université, refusant de manquer ça. Les adultes étaient assis en cercle dans le bureau de Madame Reeves.
le cadre étrangement décontracté pour une conversation aussi lourde. Kaufman a exposé la situation de son point de vue, des années de négligence émotionnelle documentées. Un père incapable d'élever un enfant à cause d'un traumatisme non résolu. Un enfant subissant des dommages psychologiques en conséquence. Il a demandé directement à papa s'il m'avait dit qu'il aurait souhaité que je meure à la place d'Ethan. Papa a hésité, a regardé maman. M'a regardé. A dit oui. Kaufman a pris une note. Il a demandé quelles mesures papa avait prises pour traiter son traumatisme et changer son comportement. Papa a parlé de ses intentions, de vouloir aller en thérapie, de reconnaître ses échecs, mais il ne pouvait pas pointer d'action concrète. Il n'avait pas encore commencé de thérapie. Il n'avait rien changé à part se forcer à être présent par pure volonté. Kaufman n'était pas impressionné. Les intentions ne protègent pas les enfants, monsieur Bishop. Les actions le font. Votre fils a passé 17 ans à absorber votre rejet. Ce n'est pas quelque chose qu'on répare avec de bonnes intentions. Il s'est tourné vers moi. Nathan, te sens-tu en sécurité de rentrer chez toi? Tout le monde attendait ma réponse. J'ai réfléchi à ce que signifiait la sécurité. La sécurité physique n'avait jamais été un problème, mais la sécurité émotionnelle, je ne l'avais jamais eue. Pas vraiment. J'ai dit à Kaufman que je ne savais pas, que la maison ne m'avait jamais semblé sûre émotionnellement, que je n'avais pas confiance en la capacité de papa à changer. Maman a craqué, m'a supplié de rentrer, a promis que les choses seraient différentes, a juré que papa commencerait une thérapie immédiatement, que nous irions tous à des conseils familiaux, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour réparer ça. Son désespoir était difficile à voir, mais j'avais appris quelque chose en restant chez la famille de Kevin. J'avais appris ce que c'était d'exister sans surveiller constamment les réactions de quelqu'un à ma présence, de manger sans me demander si mon visage déclenchait des souvenirs douloureux, d'être tout simplement. Et je ne voulais pas renoncer à cela. J'ai dit à maman que j'envisagerais de rentrer si papa suivait réellement une thérapie, pas seulement s'il prenait rendez-vous, s'il y allait régulièrement pendant au moins un mois, s'il prouvait qu'il était sérieux au sujet de ses problèmes. Papa a accepté immédiatement. Il a dit qu'il commencerait cette semaine-là. Kaufman lui a donné une liste de thérapeutes spécialisés dans le deuil et les traumatismes. Il a dit qu'il ferait un point mensuel pour s'assurer que papa respectait ses engagements et que je me sentais en sécurité. La réunion s'est terminée sur des plans provisoires pour que je reste chez Kevin encore un peu pendant que papa commençait sa thérapie. Maman a pleuré pendant tout le trajet du retour, m'a dit Vanessa plus tard. Papa était silencieux. Vanessa elle-même était furieuse. Elle leur a dit à tous les deux qu'ils m'avaient déçue de manière qui pourrait être irréparable, qu'elle avait honte de faire partie d'une famille capable de traiter un enfant de la sorte. Sa colère en mon nom signifiait tout pour moi. Au moins, quelqu'un dans ma famille me voyait clairement. Papa a bien commencé la thérapie. Maman m'envoyait des photos, des confirmations de rendez-vous comme preuve de bonne conduite. Je suis restée chez Kevin encore 3 semaines. Je suis allée en cours. Et à l'entraînement, j'ai maintenu mes notes. J'ai essayé de comprendre ce que je voulais. Une partie de moi voulait pardonner à papa pour reconstruire notre relation. Une autre partie ne voulait rien avoir à faire avec lui. Je voulais couper les ponts à mes 18 ans et ne jamais regarder en arrière. La mère de Kevin, Madame Park, m'a surpris en plein doute un soir. Elle m'a fait asseoir avec du thé et des biscuits faits maison. Elle a dit quelque chose qui m'est resté. Tu ne dois le pardon à personne, pas même à tes parents, mais rester en colère demande de l'énergie. Assure-toi que c'est une énergie que tu as envie de dépenser. Le déclic est survenu après 5 semaines de thérapie pour papa. Il a appelé et a demandé s'il pouvait m'emmener dîner. Juste nous deux. J'ai failli dire non, mais quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant à mi-chemin entre la maison et celle de Kevin. Nous nous sommes assis dans un box au fond, tous deux maladroits et incertains. Il a commandé un café. J'ai pris un burger que je ne mangerai pas. Nous sommes restés en silence pendant une bonne minute avant qu'il ne parle. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose. J'ai été tellement concentrée sur la mort d'Ethan que je n'ai jamais appris à accepter sa vie.
Je l'ai figé comme un souvenir parfait. Et quand tu as commencé à lui ressembler, je n'ai pas pu vous séparer. Tu es devenu Ethan pour moi, pas mon fils vivant. Mon fils mort était revenu, et je ne pouvais pas le supporter. Il a continué. J'ai regardé des photos avec mon thérapeute, des photos de toi et d'Ethan bébé. Elle m'a fait souligner les différences, la façon dont tu souriais plus, comment Ethan avait une tache de naissance sur l'épaule. Toi non, des petites choses que j'avais oubliées ou jamais remarquées parce que j'étais trop occupée à ne voir que les similitudes. Elle m'aide à te voir, toi. Nathan, pas Ethan. Tu es ta propre personne avec ta propre personnalité et tes propres rêves. Et j'ai tout raté parce que je me noyais dans le chagrin pour quelqu'un qui est parti depuis 17 ans. Je voulais être en colère. Je voulais lui dire que c'était trop peu, trop tard, mais il semblait si brisé, si sincèrement dévasté par ses propres actions. J'ai demandé ce qui avait changé, ce qui l'avait enfin rendu prêt à affronter cela. Les yeux de papa se sont remplis de larmes. La mort d'Ethan m'a brisé, mais te perdre alors que tu es encore en vie pourrait me détruire. Mon thérapeute m'a demandé ce que je voulais le plus, continuer à pleurer Ethan ou connaître Nathan. Et j'ai réalisé que je pleure depuis 17 ans. J'ai laissé la mort d'Ethan définir toute mon existence. Je t'ai sacrifié sur l'autel de ma douleur. Et pourquoi? Ethan est toujours parti. Et maintenant, je te perds toi aussi. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas être le père qui était trop brisé pour aimer son fils vivant. Je veux te connaître. Vraiment te connaître. Si tu me le permets. Prominent. Je lui ai dit que ce n'était pas si simple. Qu'il ne pouvait pas actionner un interrupteur et devenir soudainement un père après 17 ans passés à être un étranger. Que la confiance se méritait, elle ne se donnait pas. Il a acquiescé. Je sais, je ne te demande pas de me pardonner ou de me faire confiance tout de suite. Je demande une chance de me montrer présent, de faire le travail, de prouver que je peux être le père que tu méritais depuis le début. Nous pouvons aller aussi doucement que tu en as besoin, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas encore. Quelque chose dans son humilité a percé ma colère. Ce n'était pas le père fier et distant que j'avais connu. C'était un homme humilié par ses propres échecs, désespéré de se racheter. Je lui ai dit que je rentrerais à la maison à une condition, qu'il continue sa thérapie, qu'il ne fasse pas que semblant, qu'il traite réellement son chagrin au lieu de le laisser empoisonner notre relation. Il a accepté immédiatement. Il a dit que son thérapeute avait déjà suggéré un traitement intensif. Il y allait 2 fois par semaine. Il irait plus s'il le fallait. Réemménager à la maison a été étrange. La maison semblait différente, moins oppressante. Papa avait enlevé quelques vieilles photos et en avait mis de nouvelles, dont plusieurs de moi. Ma photo de remise de diplôme de fin de collège était de retour sur la cheminée. Ma photo d'équipe de basket à côté de celle de volley de Vanessa. Des petits changements qui montraient un effort. Il a recommencé à se joindre au dîner de famille, participait réellement aux conversations, posait des questions sur ma journée et semblait sincèrement intéressé par mes réponses. C'était gênant au début. Nous ne savions pas comment interagir sans le mur de l'évitement entre nous. Mais lentement, nous avons trouvé un rythme. La thérapie l'a aidé à articuler des choses qu'il n'avait jamais pu dire, comme à quel point il se sentait coupable de s'être endormi l'après-midi où Ethan était mort. Il était censé nous surveiller tous les deux pendant que maman faisait des courses. Mais il s'était assoupi, s'était réveillé au cri de maman. Comment il s'en était voulu pendant 17 ans, convaincu que s'il était resté éveillé, il aurait entendu Ethan s'arrêter de respirer, qu'il aurait pu le sauver. Le médecin avait dit que cela n'aurait rien changé. La MSN était instantanée, imprévisible. Mais papa ne pouvait pas l'accepter. Il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Et en l'absence d'un vrai coupable, il s'était blâmé lui-même et, par extension, m'avait blâmé d'avoir survécu alors qu'Ethan ne l'avait pas fait. Comprendre sa perspective n'effaçait pas la blessure, mais cela la contextualisait,
faisait en sorte qu'il s'agissait moins de mon prétendu manque de valeur et plus de son incapacité à lui de faire face. Nous avons commencé à avoir des moments privilégiés en tête, à tirer des paniers dans l'allée, à prendre le petit déjeuner avant les cours, des petits moments pour construire quelque chose de nouveau. Il est venu à chaque match de basket pour le reste de la saison, m'encourageait bruyamment, de manière embarrassante, rattrapant des années d'absence en étant excessivement présent. Certains de mes coéquipiers me taquinaient à propos de mon père soudainement enthousiaste. Ça ne me dérangeait pas. Laisse-les croire qu'il avait toujours été comme ça. Je connaissais la vérité. C'était nouveau, fragile, quelque chose que nous construisions à partir de rien. Le vrai test est arrivé avec les lettres d'acceptation à l'université. J'avais été acceptée dans plusieurs écoles à travers le pays. Papa s'est assis avec moi pour les passer en revue, m'a aidé à peser le pour et le contre, n'a jamais essayé une seule fois d'influencer ma décision ou de me garder près de lui. Quand je lui ai dit que je penchais pour l'université de Boston, il a acquiescé. C'est une excellente école. Tu vas t'y épanouir. Pas de culpabilisation, pas de supplication pour rester, juste du soutien. Maman a pleuré, mais même elle a admis que j'avais besoin de distance, besoin de me construire une identité séparée du fantôme des temps. Vanessa était ravie. Elle était à l'université en Californie. Avec moi à Boston, nous serions tous les deux loin de la maison, libres d'être nous-mêmes sans le poids du traumatisme familial. Le bal de promo est arrivé. Papa a insisté pour prendre des photos. Lui et maman se tenaient sur le porche pendant que ma petite amie Jasmine et moi posions maladroitement dans nos tenues de soirée. Papa m'a réellement regardée. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais moi. Il a souri sincèrement, m'a dit que j'étais élégant. C'était une chose si minime, quelque chose que chaque père devrait dire à son fils. Mais venant de lui, après tout ce qui s'était passé, cela signifiait le monde pour moi. J'ai eu les larmes aux yeux derrière mon sourire. Jasmine l'a remarqué, m'a serré la main. Elle connaissait toute l'histoire. Elle avait été patiente avec mes drames familiaux toute l'année. Après les photos, papa m'a serré dans ses bras et a chuchoté. Je suis fière de toi, pas de ce que tu as accompli, mais de qui tu es. Je l'ai serré en retour, me laissant croire que cela pourrait être vrai. La remise des diplômes a été émouvante. Les deux parents étaient présents. Les deux ont applaudi quand j'ai traversé la scène. Vanessa était revenue de l'université, criant mon nom depuis les gradins. Après, nous avons fait une fête à la maison. La famille élargie est venue, les voisins, les amis. Papa a fait un discours qui a fait pleurer tout le monde. Il a parlé de la façon dont la paternité l'avait mis au défi de manières inattendues, comment il avait échoué mais apprenait encore, à quel point il était fier de l'homme que je devenais. Il n'a pas mentionné Ethan explicitement, mais tous ceux qui connaissaient notre famille comprenaient le sous-entendu. C'était sa reconnaissance publique de ses échecs et de son engagement à faire mieux. Certains parents semblaient mal à l'aise. D'autres acquiesçaient avec compréhension. Maman pleurait des larmes de joie. Vanessa a serré papa dans ses bras après, lui a dit que c'était un bon discours, un vrai discours. L'été avant l'université a été bon, vraiment bon. Papa et moi sommes tombés dans une relation facile. Il m'a appris à faire ma propre vidange, m'a aidé à faire mes valises pour l'école, m'a donné des conseils sur la vie universitaire. Nous avons même parfois parlé d'Ethan. Papa m'a montré des vidéos de quand nous étions bébés. Il a souligné nos différences. La façon dont Ethan avait été plus sérieux, moins souriant, comment j'avais été le bruyant, toujours en train de babiller. Il parlait d'Ethan avec amour, mais sans ce chagrin étouffant, comme s'il avait enfin fait la paix avec la perte, comme s'il pouvait se souvenir de son fils sans que cela ne le détruise. Le voir guérir était sa propre forme de thérapie pour moi. La nuit avant mon départ pour Boston, papa a demandé si nous pouvions parler. Nous nous sommes assis sur le porche arrière, la chaleur de l'Arizona s'apaisant enfin en quelque chose de tolérable. Il m'a tendu une lettre. Il a dit qu'il y avait travaillé en thérapie, qu'il voulait que je l'aie.
Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait 3 pages d'excuses manuscrites, une reconnaissance détaillée de chaque façon dont il m'avait déçue, chaque anniversaire qu'il avait minimisé, chaque réussite qu'il avait ignorée, chaque moment d'amour qu'il avait retenu. Il les énumérait comme des péchés lors d'une confession. Puis il a écrit sur qui j'étais, pas sur qui Ethan aurait pu être, mais sur qui Nathan était réellement. Mon sens de l'humour, ma loyauté, ma résilience, ma gentillesse, malgré le fait d'avoir toutes les raisons d'être aimé. Il a terminé par « Tu as survécu à la mort de ton frère jumeau et à la négligence de ton père. Et tu es quand même devenu quelqu'un qui mérite d'être connu. Je ne mérite pas ton pardon, mais je suis reconnaissant pour ta présence. Merci de me donner une autre chance. » J'ai pleuré en la lisant. Pas des larmes discrètes. De gros sanglots que j'ai essayé de cacher, sans succès. Papa a mis son bras autour de moi. Il n'a rien dit. Il m'a juste laissé pleurer. Quand j'ai enfin repris mes esprits, je lui ai dit que je gardais la lettre, que je la relirais probablement plusieurs fois au fil des ans quand je douterais de son changement réel. Il a dit que c'était juste, qu'il s'attendait à passer des années à faire ses preuves, qu'un bon été n'effaçait pas 17 ans de négligence, mais que c'était un début, et qu'il s'engageait dans ce travail. Nous sommes restés assis là alors que le soleil se couchait, père et fils, enfin du même côté. Ce n'était pas parfait. Ce n'était toujours pas ce que cela aurait dû être. Mais c'était quelque chose. Plus que ce que nous avions eu auparavant. Boston était exactement ce dont j'avais besoin. Distance, indépendance, une chance de construire une identité détachée du traumatisme familial. J'ai excellé dans mes cours, je me suis fait des amis qui ne savaient rien d'Ethan ou des problèmes de papa, j'ai rejoint le basket universitaire, je suis allée à des fêtes, j'ai eu des expériences universitaires normales. Papa et moi nous parlions chaque semaine, des appels vidéo, où il posait des questions sur ma vie et écoutait vraiment. Il envoyait des colis, venait pour le week-end des parents, rencontrait mes amis et les charmait avec des blagues de papa. Lentement, nous avons construit une relation basée sur qui j'étais, pas sur qui je lui rappelais. La thérapie a continué pour nous deux. J'ai vu un conseiller à l'école spécialisée dans les traumatismes familiaux. J'ai travaillé sur mon ressentiment et mes problèmes d'abandon. J'ai appris que je pouvais aimer mon père tout en reconnaissant le mal qu'il m'avait causé, que pardonner n'était pas oublier. C'était choisir d'avancer malgré le passé. Papa a continué d'aller chez son thérapeute, travaillant sur des couches de chagrin et de culpabilité. Il a lancé un groupe de soutien pour les parents ayant perdu des enfants. Il a aidé les autres à naviguer dans leur traumatisme de manière plus saine. Il a transformé sa douleur en quelque chose de productif au lieu de la laisser détruire sa famille. En 2e année, les choses semblaient presque normales. J'ai ramené ma petite amie à la maison pour Thanksgiving. Papa l'a accueillie chaleureusement, lui a montré des photos de bébé et a raconté des histoires embarrassantes sur moi. Elle m'a pris à part plus tard pour me dire que mon père était adorable. J'ai failli rire. Adorable n'était pas un mot que j'aurais jamais associé à lui, mais elle avait raison. Il était devenu plus doux, plus ouvert, les angles vifs polis par la thérapie et le temps. Maman m'a murmuré qu'elle avait retrouvé son mari, qu'il riait plus maintenant, qu'il dormait mieux. Le chagrin qu'il avait consumé relâchait enfin son emprise. La guérison opérait pour nous tous. Lentement, mais sûrement. En dernière année, j'ai écrit ma thèse universitaire sur le deuil infantile et ses impacts à long terme sur la dynamique familiale. J'ai utilisé mes propres expériences comme étude de cas en changeant les noms. Ma professeure a dit que c'était l'un des écrits personnels les plus puissants qu'elle ait rencontrés. Elle m'a suggéré de le soumettre à des revues. Je l'ai fait. Il a été publié. Papa l'a lu et m'a appelé en pleurant. Il a dit qu'il était encore désolé, encore fier. Que voir notre histoire de mon point de vue lui brisait le cœur, mais lui donnait aussi l'espoir que nous avions enfin dépassé le pire. Je lui ai dit que c'était le cas, que je lui avais pardonné, pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix.
La remise des diplômes de l'université a été différente de celle du lycée. Cette fois, quand j'ai traversé la Seine, je savais que mon père me regardait avec fierté, une vraie fierté, pas forcée, pas de façade, un amour authentique pour l'homme que j'étais devenu. Après la cérémonie, il m'a serré fort et a chuchoté: Je te vois, Nathan. Pas étant. Toi, je l'ai serré en retour et j'ai dit: Je sais, papa. Finalement, nous sommes tous les deux arrivés de l'autre côté, pas indemnes, mais ensemble. Et cela suffisait. Si vous avez aimé cette histoire, vous voudrez certainement voir les prochaines aussi. Alors abonnez-vous dès maintenant et faites-moi part de votre avis dans les commentaires.